Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de la stigmatisation. Chaque mot, chaque attitude compte. Donc, nous sommes accompagnés de monsieur Augustin Docla, qui est président des réseaux des personnes vivant avec le VIH-Sida, et puis du docteur Arloma, qui est médecin psychiatre à la clinique médico-psychiatrique de Lomé, et puis bien évidemment mon confrère qui est avec moi, le docteur Farid, qui va nous parler dans un instant aussi de sa chronique L'actu santé. Tout à l'heure, monsieur Docla, vous parliez du groupe de personnes. Dans les groupes de personnes, il y a également aussi la stigmatisation, et justement, vous parlez aussi dans les groupes de personnes vivant avec le VIH. Mais comment ça se fait? Puisque oui, tous se sont... Oui, mais c'est ça la problématique. La stigmatisation n'est pas que aussi ce que l'autre fait à l'endroit de ce groupe de population et autres, mais entre les personnes vivant avec le VIH et elles-mêmes également, il y a la stigmatisation, mais aussi au-delà, il y a aussi la stigmatisation ressentie ou l'autostigmatisation due à des conséquences. Bon, on va en parler, du fait qu'on a stigmatisé quelqu'un, vous avez vu, vous préférez vous retirer. Est-ce que vous voyez? Et la stigmatisation entre les personnes vivant avec le VIH, c'est aussi la complexité de l'humain. C'est aussi la complexité parce que normalement, nous vivons une même réalité, une même pathologie. Normalement, nous devons nous soutenir mutuellement. Mais s'il y a des comportements de stigmatisation, c'est pour voir que ça dépasse le cadre uniquement de cette infection qui nous réunit ou ce handicap qui nous réunit même. Je l'ai dit au niveau des VIH, mais vous allez le voir au niveau des personnes en situation de handicapés motrices, tout ça là, docteur, lui, il est dedans et il va mieux l'expliquer. Même dans les établissements scolaires, hein. Si. C'est entre jeunes. Quand il y a un camarade de classe qui bégaye, au cours primaire, il y a les autres qui s'en moquent, qui l'insultent. Donc, ça fait partie de la stigmatisation. J'ai l'impression que c'est la vie, au fait. Ouais. Toujours quand il y a quelqu'un qui est différent de la majorité. Ça. Mais justement, quel est son impact sur la vie des personnes qui subissent ça? L'impact, c'est un impact négatif sur la vie de ces personnes qui sont victimes de discrimination. En fait, cette discrimination entraîne une souffrance psychique qui naît auprès de la personne discriminée. Et cette souffrance psychique liée à la discrimination vient s'ajouter à une souffrance psychique qui existait déjà, liée au diagnostic de la maladie qui a été posée à la personne ou liée à son handicap et les symptômes de cet handicap-là ou de cette maladie-là. Et il y a des gens qui disent qu'ils souffrent même plus à cause de la discrimination qu'à cause de la maladie. Oui, puisqu'après, ça peut entraîner des complications aussi, non? Exactement. De toute façon, on parlait de l'isolation. Et du coup, quelqu'un qui se sent discriminé et autres, c'est quelqu'un qui va se retirer ou qui va dissimuler, qui va chercher à dissimuler sa maladie ou son handicap, qui va se retirer ou bien se cacher pour que les gens ne le voient pas, pour éviter d'être discriminé. Et du coup, il y aura une faible estime de soi, il va commencer à se dévaloriser, il va commencer à se culpabiliser. Et c'est quelqu'un qui ne va pas aller vers les soins. Du coup, ça entraîne un retard de diagnostic, un retard de prise en charge. Et ce sont des gens également qui ne vont pas rester dans les soins. Quand on lui donne les rendez-vous, il ne vient pas parce que quand on va le voir 2 fois dans un service de psychiatrie, ça y est, direct. Il a l'étiquette de patient psychiatrique. Il est fou. Il est fou. Et il est discriminé. Quand on le voit 2-3 fois dans un service où on dispense les ARV, allez, il est direct. C'est un PVVIH. Donc, du coup, il n'est pas dans les soins. Il ne respecte pas ses rendez-vous. Et puis, cette souffrance psychique peut évoluer et arriver et donner un trouble psychiatrique plus constitué. C'est le cas des dépressions qu'on peut retrouver chez ces genres de personnes-là. Avec toutes les conséquences qu'on peut avoir liées à la dépression, à savoir les conduites suicidaires. Donc la personne, la personne peut décider de mettre fin à sa vie pour arrêter de souffrir, pour qu'on ne continue pas par le discriminer. Et il y a les conduites addictives également. La personne peut prendre les drogues juste pour s'apaiser un peu, pour oublier cette souffrance psychique. Mais justement, comment venir en aide à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition
pour réduire tout ça là? D'accord. Pour venir en aide à cette personne, je pense qu'il faut d'abord changer l'image que la population a envers ces gens-là. Et cela passe d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation auprès de la population, mais aussi par l'éducation. Et quand je dis éducation, l'éducation d'abord à la maison et ensuite l'éducation à l'école. À l'école, quand ton collègue bégaye, à la maternelle par exemple, quand le petit bégaye et que son camarade se moque de lui, il faut que l'enseignant arrive à intervenir et à lui faire comprendre que ça. Même les fautes de français, des fois aussi. Ouais, les fautes de français, ouais. On ne doit pas s'en moquer. Oui, c'est dingue, hein, ça va loin. Tu dis que le français est venu par le bateau. Exactement. Et puis, c'est pas fini. Il faut une action aussi à l'endroit de ces personnes handicapées ou de ces personnes souffrant de ces maladies qui sont discriminées. D'accord? Il faut les soutenir. Être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, il faut les accompagner, il faut les amener à accepter leur handicap, à accepter leur maladie, et c'est comme ça qu'ils pourront intégrer un système de soins. Et puis l'insertion professionnelle aussi. Oui, il faut les accompagner dans l'insertion dans leur famille, parce que parfois ils sont discriminés même en famille, dans l'insertion en famille, dans l'insertion sur le plan professionnel, dans l'insertion dans la société également. Et Monsieur Docla, est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour réduire la stigmatisation dans notre pays? Oui, merci. Je pense qu'il y a des mesures qui sont mises en place par le gouvernement avec l'appui des différents partenaires qui l'accompagnent dans la lutte contre le VIH-Sida. Et depuis 2005, le Togo a voté une loi spécifique au VIH qui est la loi portant protection des personnes en matière du VIH-Sida. Pas une loi qui protège les PVVIH, ça il faut bien faire la nuance. C'est la loi portant protection qui protège celui qui vit ou pas, le journaliste, comment le chercheur, le médecin, comment est-ce que même qui oblige l'État à un certain nombre d'obligations. Je pense que nous avons cette loi qui a été révisée en 2010 pour pouvoir améliorer, parce qu'entre-temps, il y a certaines populations qui n'étaient pas suffisamment prises en compte à l'intérieur de cette loi. Alors le gouvernement également, par le truchement du Conseil national de lutte contre le sida que le professeur Pitié Vincent Palokinam dirige et qui a son ancrage au niveau de la présidence pour la réponse holistique de la lutte contre le VIH-Sida, également a mis en place un plan stratégique à part entière pour la lutte contre la stigmatisation et toutes les questions des droits humains dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Alors, RAS Plus Togo, qui est aussi le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida, a mis en place un observatoire droits humains qui également chaque année, depuis 10 ans, 1er mars de chaque année, nous sortons notre rapport à l'état de stigmatisation. Et le 1er mars, ce n'est pas la journée de lutte contre la stigmatisation uniquement pour le VIH, mais pour toute forme de stigmatisation. Mais nous, spécialement depuis 10 ans, nous sortons un rapport sur l'état de stigmatisation dans le pays et ce que nous apportons comme le boulot sur le terrain. Et cet observatoire a un maillage assez important du territoire qui, quand même, quitte Saint-Cassé à Djancassé, qui touche pratiquement 200 organisations sur l'ensemble du pays où on prend en charge les personnes vivant avec le VIH ou qui sont les communautés des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les professionnels de sexe, les usagers de drogue, les ex-détenus également qui interviennent également dans ces différents groupuscules-là et les transsexuels aussi pour pouvoir apporter un tant soit peu l'information, la sensibilisation, les écouter, les accompagner dans la démarche de leur rétablissement dans leurs droits et surtout l'accompagnement psychologique. L'État également organise régulièrement des formations à l'endroit d'un certain nombre de catégories de population, notamment les professionnels de santé, parce que la stigmatisation est également un milieu de soins malheureusement, et nous venons de terminer il y a 2 semaines une première vague et nous sensibilisons également les magistrats, les commandants de brigade, la police judiciaire, les commissaires de police judiciaire également
sur la prise en compte, comment accompagner les victimes de stigmatisation. Les leaders religieux, les leaders traditionnels également sont dans la danse, les pasteurs, les prêtres, les imams également sont, et les corps de métier, les syndicats également qui sont sensibilisés. Voici ce que nous faisons pour accompagner les personnes là. Mais nous demandons vivement également aux personnes victimes de stigmatisation de ne pas se taire, de venir dénoncer cela, de venir quand même demander la réparation. Et je pense que ça commence par prendre et ça fera l'objet d'une autre émission à part entière. Absolument. Nous, en tout cas, nous sommes là pour ça. Là, on va vite passer à la chronique de Dr Farid. S'il vous plaît, la régie. Alors bonjour à tous. Bonjour. Sujet d'aujourd'hui très intéressant et qui rejoint un peu aussi ma chronique. Alors Essie, comment tu vas? Très très bien. Aujourd'hui nous allons parler de la baisse de libido. C'est un phénomène bien que tabou, peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu sais de la baisse de libido ici, dis-moi? En tout cas, chez nous les femmes, apparemment, c'est beaucoup de choses. Ça peut aussi venir à partir de la ménopause aussi. Okay. Donc, la liste est longue, mais bon, ce sera aussi l'objet d'une autre émission, n'est-ce pas? Oui. Bon, d'accord. La diminution de libido, c'est une diminution notable pour un intérêt aux activités sexuelles, horaires ou même... qui persistent dans le temps avec des causes qui sont multiples, pouvant être psychologiques, notamment le stress. Mon confrère l'a dit, le stress qui vient gâcher nos vies en ce 21e siècle. L'anxiété, la dépression, les problèmes relationnels, mais aussi physiques avec ces changements hormonaux. Et si tu l'as très bien dit, il y a la ménopause et les maladies chroniques, le diabète en l'occurrence, certains médicaments que le docteur prescrit, le cher confrère psychiatre va prescrire, qui vont avoir un effet sur la libido et le mode de vie, la fatigue, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée. Alors ici, tu me diras, comment est-ce que ça se soigne, la baisse de libido? Le truc, c'est de pouvoir communiquer dans un couple. C'est des choses qui arrivent, mais c'est de pouvoir en parler. En parler ouvertement, mais aussi prendre soin de son corps. Exactement. C'est-à-dire il faut en prendre soin pour qu'il soit très actif. Donc, il s'agira de faire du sport et de faire des exercices réguliers, mais surtout de bien dormir, de bien se reposer. Et ensuite, si ça ne va toujours pas, de consulter un professionnel. Docteur Lidawe est là. Je suis sûr que... Pour tout cas de trouble... Lidawe, c'est au cabiai, c'est ça. Cabiai, ça veut dire, ça va bien avec le thème de l'émission. Porteur d'espoir. Exactement. Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui. Voilà. Donc, il y a de l'espoir pour ces personnes handicapées, pour ces personnes souffrant de troubles de quelque nature et qui sont discriminées. Absolument. Alors, docteur, j'ai réussi à recueillir une question pour vous et une question pour Monsieur Docla aussi en rapport avec le thème. Ouais. Il y a Madame X, 35 ans, qui dit son plus jeune garçon a été diagnostiqué de trouble mental, mais il éprouve des difficultés à obtenir un métier. Toutes les candidatures ont été rejetées. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Et pour Monsieur Docla, il y a Monsieur Y, 30 ans, qui a été récemment diagnostiqué du VIH. Il a fait son test et il s'est revenu positif. Il se demande est-ce qu'il pourra encore mener une vie normale. Donc voilà. Allons-y, il ne reste pas beaucoup de temps. On va aller rapidement. C'est un signe de la discrimination. C'est parce qu'il est discriminé qu'il n'arrive pas à trouver un emploi. Parce que les employeurs ont peur des personnes souffrant de troubles mentaux. On se dit que c'est quelqu'un qui sera agressif. Il sera agressif quand il sera au service et tout. Ou bien certains trouvent que la maladie mentale est d'origine mystique et que ça peut se transmettre à d'autres personnes. Du coup, pour ne pas être contaminé par la maladie mentale, ils préfèrent ne pas engager ces genres de personnes. Alors, ce sont des choses qui sont totalement fausses. Monsieur Docla? Monsieur Y, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir, je pense qu'il y a de l'espoir. La découverte de son statut sérologique lié au VIH-Sida n'est pas une fatalité. Moi, ça fait 34 ans que je vis avec ce foutu virus. Je me plais de l'appeler parce que ça pourrit énormément la vie. Et je me plais de l'appeler ainsi, mais bon, il y a de l'espoir. Renseignez-vous, allez vous consulter, demandez de l'aide et puis vous allez vivre. Si il vous reste 100 ans, vous allez vivre, ça va faire 130 ans. Merci. C'est surtout qu'il y a une grosse amélioration, donc il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. On aurait dû appeler l'émission comme ça, il y a de l'espoir. Bon, justement, on va, pour terminer l'émission, quel message avez-vous pour la population? Alors, message pour la population. La population, vous avez déjà les messages. Vous avez déjà les messages. En chaque homme, trouvez Dieu là-dedans si vous êtes des croyants. Et la lutte contre le VIH-Sida, c'est très important. Et c'est le VIH que nous devons combattre et non les personnes qui vivent avec le VIH. Effectivement. Merci. Merci. Alors, docteur, vous? Ok, je dirais, la stigmatisation, la discrimination, c'est un fléau. C'est le quotidien des personnes souffrant de certaines pathologies et de certains handicaps. Et malheureusement, elle ne favorise pas la prise en charge de ces personnes-là. Donc c'est un fléau qu'il faut combattre par tous les moyens possibles. Merci. Docteur Farid, vous voulez rajouter quelque chose? Monsieur Dokla l'a bien dit, c'est l'implication de tous. Il faut que toute la société s'implique pour éradiquer ce fléau, comme l'a dit Dr Lida. Merci beaucoup Farid. En tout cas, à demain pour une nouvelle chronique. Allez, à demain. Merci monsieur Arloma. Oui. Arloma. Et puis le prénom Linda ouais. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ah oui. Monsieur Dokla, Akbe Kaka. Merci. Moi, je dirais une labale. Un grand merci, messieurs, d'être venus ce matin. Merci à notre partenaire Voltic. Merci beaucoup à Fofo et puis à Messi à la régie. Grand merci aussi à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. Ciao. Au revoir.